Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation que nous vous proposons dans le cadre des Journées du patrimoine. Je suis Vanessa Selbach, conservatrice au département des estampes et de la photographie, en charge des services de la réserve et de l'estampe ancienne. Alors, le département des estampes et de la photographie est riche de plusieurs millions d'estampes produites depuis l'origine de l'estampe au XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, et qui représentent vraiment toutes les techniques et les grandes écoles artistiques. On conserve aussi bien des estampes des grands maîtres que des gravures à vocation plus documentaire, de l'imagerie. Et au sein de ces estampes, nous avons une collection assez exceptionnelle de plus de 3000 suites de cartes à jouer, qui est vraiment incroyable de par sa diversité, de par la rareté des pièces, et elle a été assemblée pendant plus de 3 siècles. Alors cet ensemble a été en grande partie numérisé, catalogué, vous pouvez y avoir accès via Gallica, tout simplement en faisant une recherche par type de document, images, estampes, l'estampe du 15e au 20e siècle. Et vous avez en descendant le fil, voilà, une petite rubrique carte à jouer qui vous donne accès à plus de 3000 pièces. Donc nous avons des cartes à jouer tout à fait populaires, comme des versions beaucoup plus luxueuses, beaucoup plus aristocratiques, et aussi une catégorie de cartes qui se développe essentiellement à partir du XVIIe siècle, qui sont des cartes à jouer à vocation pédagogique, à destination notamment de la jeunesse. Et bien sûr, ce type de carte rentre tout à fait dans le thème retenu cette année pour les Journées du patrimoine, qui est celui de l'éducation. Donc, entre environ 1640 et 1750, vont se multiplier des jeux éducatifs destinés à instruire tout en divertissant. Ils abordent à des fins pédagogiques, ou par souci d'édification, des sujets très variés, depuis les mathématiques jusqu'à l'histoire sainte, comme c'est le cas dans le jeu que nous présentons ici pendant les Journées du patrimoine, en passant aussi bien par la géographie, l'histoire bien sûr, la langue latine, l'héraldique, l'astronomie ou encore l'art de la guerre, très important à l'époque. Donc ici, on est en présence d'un jeu qui est produit à Venise au milieu du XVIIIe siècle et qui est assez ambitieux dans sa forme comme dans son contenu. L'auteur du jeu est un homme d'église, un certain Enea Gaetano Melani, qui a écrit un traité de pédagogie justement pour expliquer comment rendre l'apprentissage de l'histoire sainte moins rébarbative, aussi bien pour la jeunesse aristocratique chez elle ou dans les collèges, que aux religieux et religieuses dans leurs cloîtres et leurs couvents, en la transposant donc dans des jeux érudits, dont les fameux jeux de cartes, comme celui-ci que vous voyez à l'écran, qu'il a conçu. Alors, les 52 cartes, elles étaient imprimées d'abord sur des grandes feuilles, toutes ensemble, et on pouvait garder ces feuilles telles quelles, les coller, les afficher au mur dans les collèges ou dans les cloîtres, sans doute pour pouvoir les étudier collectivement. Je vous montre ici un exemplaire relié qui est resté en feuille entière et qui est conservé à la Bayerische Stadtbibliothek de Munich. Voilà, on peut se promener un petit peu dans l'image. Vous voyez, ce sont comme des grands placards que l'on peut tout à fait coller au mur. Mais on pouvait également, bien entendu, les découper en cartes individuelles et les manipuler comme un jeu de cartes traditionnel. C'est le cas de notre exemplaire, donc au département des estampes. Alors, ne me demandez pas comment on pouvait y jouer. Nous n'avons pas conservé les règles du jeu avec le jeu de cartes correspondant. Il est vraisemblable que c'était plutôt des fiches qui servaient de moyens mnémotechniques pour apprendre et réviser l'histoire sainte. Vous voyez dans cet exemple de carte qu'il y a beaucoup de texte autour de l'image, une image qui ici rassemble l'épisode à la fois de l'Arche de Noé et de la Tour de Babel. Donc, il y a un résumé de l'histoire sainte en haut avec référence au texte biblique. Et puis, cette histoire sainte est traduite en bas en vers latin et en vers italien. Et puis, en haut à droite, il y a également des rappels de l'histoire profane qui se déroule au même moment. Donc, histoire des empires et des différents royaumes historiques. Et puis, vous voyez en haut, au centre, sur chaque carte, un motif d'iconologie, qui peut être un objet, un animal, qui permet d'évoquer une idée morale, vice ou vertu généralement, qui est en lien avec l'épisode biblique raconté par la carte. Ici, par exemple, on ne la reconnaît pas très bien, mais il s'agit d'une taupe, qui vit sous terre, aveugle, et donc qui symbolise la cécité des orgueilleux constructeurs de la tour de Babel.
Et donc, ces motifs d'iconologie sur chaque carte sont insérés aussi bien dans un cercle que dans un losange ou dans un cœur ou dans un vase, ce qui répartit en fait les épisodes bibliques en 4 séries de 12 cartes. Il y a donc des familles de cartes distinctes comme pour un jeu de cartes traditionnel. Et puis chaque série de 12 cartes est complétée par une 13e carte. Vous en voyez un exemple ici, qui est une sorte de résumé en fait de l'histoire sainte qui est contenue dans la série. Alors, il faut noter que, comme pour la plupart des jeux pédagogiques qui s'adressent à un public relativement aisé et éduqué, ces cartes sont gravées en taille douce, c'est-à-dire à partir de matrices gravées en creux sur cuivre, au burin et à l'eau forte. Et c'est une technique plus coûteuse que le procédé traditionnel de la gravure sur bois, qui est la technique normalement des cartes à jouer populaires faites par les cartiers, les fabricants de cartes à jouer. Et ces jeux en taille douce étaient vendus plutôt par des marchands d'estampes que par des cartiers. Ici, par exemple, c'est un imprimeur libraire de Venise, Giovanni Battista Recurti, qui a édité le jeu. Et puis, raffinement supplémentaire, les cartes sont imprimées avec des encres de couleur. On a une couleur par série, ce qui contribue donc à mieux encore identifier les différentes 4 séries de 13 cartes. Vous avez vu des premières cartes imprimées plutôt en bleu-noir. Ici, vous avez une très belle série imprimée en sanguine rosée. Vous avez une autre série également imprimée voilà, en vert, avec à chaque fois, vous pouvez le noter, donc le motif iconologique qui change d'encadrement, donc soit le cercle, soit le losange, soit le cœur, soit le dernier, le vase, que vous voyez ici. La dernière série, voilà, le vase imprimé en sanguine marron. Donc, un jeu de cartes donc relativement ambitieux dans sa facture. Et puis, on peut noter également qu'on a fait appel à des artistes d'assez grande qualité pour concevoir et graver ces estampes. Ici, notamment, le dessinateur des compositions, l'inventeur, est un peintre italien, Francesco Zuccarelli, qui est un paysagiste essentiellement, qui a connu le succès à Venise et également en Angleterre. Et puis le graveur est un certain Antonio Visentini, qui était à la fois architecte, peintre et aussi graveur. Et ce Visentini, notamment, est connu pour avoir gravé l'une des toutes premières suites d'estampes représentant les célèbres vues de Venise peintes par le peintre Canaletto. Et c'est une suite que l'on possède au département des estampes et de la photographie. Je vous montre ici l'ensemble du volume et voilà un zoom sur l'une de ces planches. Donc, c'était des suites qui connaissaient un assez grand succès auprès des amateurs, des touristes qui aimaient ramener de jolis souvenirs, luxueux souvenirs. Donc, tout ça pour dire que ce jeu pédagogique, en fait, a été demandé à des artistes très en vogue à l'époque. Et donc, ce jeu pouvait être acheté et collectionné, finalement, presque autant pour son aspect artistique que pédagogique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Nous restons bien sûr ouverts à toutes les questions que vous pourriez avoir à nous poser ultérieurement sur cet objet, en espérant bien sûr que nous serons capables d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.